Mes chers compatriotes, ce soir, c'est avec au cœur l'amour et la fierté de la France que je me présente devant vous. La France, c'est une voix qui s'élève au-dessus des intérêts particuliers. La France, je l'aime passionnément. J'ai mis tout mon cœur, toute mon énergie, toute ma force à son service, à votre service. Servir la France, c'est l'engagement de toute ma vie. Allô, ici Fouad Berlin sur le podcast des investisseurs qui voient grand. Bienvenue dans ce nouveau podcast 10M pour 10 millions d'euros, capital optimal de la magnifique position du Fâché. Je suis en compagnie de mon acolyte Hugo. Je suis également en compagnie de Madeleine. Bonjour Fouad. Bonjour. Bonjour Hugo. Bonjour Madeleine, bonjour Fouad. Bonjour. Un réel plaisir de vous retrouver et d'avoir de nouveau Madeleine pour un retour d'expérience qui va être très intéressant puisque Madeleine est intervenue à plusieurs reprises et notamment nous a partagé la phase de constitution d'un patrimoine hors norme dans une durée hors norme également en termes de temporalité. Et il était important ici de tordre le cou à certaines perceptions que les gens peuvent avoir et se positionner sur la phase de gestion post-constitution. Fouad, j'aimerais que tu nous demandes des likes. Ich liebe Frankreich. Ich liebe Frankreich. Ja. Mettez-moi des likes, les amis, mettez-moi des likes. Alors, mettez-nous des commentaires, s'il vous plaît. Je regarde, en fait, je traque les commentaires et en fait, je les attends parce que j'aime avoir le retour des gens. Madeleine a été l'épisode qui a le plus inspiré nombreux auditeurs du podcast et on la remercie au nom des auditeurs du podcast. Et dans une entière transparence, ça a été fait dans une entière transparence. Et si tu ne l'as pas écouté, n'hésite pas à l'écouter attentivement et entièrement, surtout, pour avoir le maximum de visibilité sur l'épisode que nous allons faire aujourd'hui, parce qu'on va se positionner post-déploiement d'une stratégie immobilière, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a déployé ça. On passe de la phase de constitution à la phase, on va pas dire de jouissance totale, mais dans la phase d'administration, qui sont deux phases complètement différentes, autant d'un point de vue taxe, par exemple, tu peux t'expatrier après une phase de constitution, tu n'as plus besoin de maintenir un profil emprunteur, tu n'as plus besoin de faire tout ça. Et les gens pensent qu'ils doivent maintenir ça sur toute la durée de l'emprunt, alors que c'est pas vrai. Pour ceux qui veulent aller plus loin sur l'immobilier, tu peux réserver un coaching hautement stratégique de 90 minutes avec Fouad en suivant le lien qui est sous la description. Tu as une petite accélération en ce moment. Tout à fait. Et des profils toujours plus intéressants les uns que les autres. J'ai pas encore candidaté. Qu'est-ce que tu attends ? Quand on a fait ce premier épisode, Hugo, tu me disais on se revoit dans un an. Et on comparera. T'es plus dur que moi, Madeleine, avec tout. T'es plus dur que moi. Non, j'ai dit on se retrouvera dans 10 ans sur la marche de la place des grands hommes. D'accord. Et on verra quand on aura 30 ans. Alors Hugo moi, je les ai passés depuis quelques temps, mes 30 ans. Hugo aime me chambrer en me disant « J'en ai marre que les gens me demandent quand est-ce que ton livre sort. » Et moi, je lui ai dit « J'en ai marre que les gens me demandent quand est-ce qu'Hugo investit en immobilier. » Il fait durer le suspense. Non, mais ça peut être intéressant. Ça a été un choix de décalement de quelques mois, le temps de constituer une trésorerie pour financer un profil emprunteur et ne pas avoir la pression de le financer. Donc techniquement, j'ai en fonds propres sur la société française, de quoi me verser mon salaire que j'ai fixé initialement pendant 1 an. Le plus important, c'est que tu aies cette démarche stratégique. Est-ce qu'il n'y a pas un excès de prudence qui vient finalement couver une aversion au risque extrêmement élevée? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que tu as compris la question? Pas du tout. Je plaisante. Non, mais tu sais, j'avais pas envie, et ça c'est toi qui le précise, c'est qu'on chasse l'opportunité. Bien sûr. Et donc on doit maintenir un profil emprunteur sur toute la durée. On ne sait pas quand l'opportunité va tomber. Et on ne va pas juste démarrer le profil emprunteur au moment où l'opportunité tombe. C'est la difficulté pour les entrepreneurs et c'est le sacrifice supplémentaire que doivent faire les entrepreneurs. Parce qu'un salarié a sa fiche de salaire, si tu touches 5 000 euros par mois, sauf que l'entrepreneur, il doit faire plus que 5 000 euros par mois.
À force d'être trop prudent, c'est ta vie qui risque d'être une putain de corvée. Ça te parle ou pas, ça, comme citation? Ça doit être les parrains. Non, c'est Matt Damon, les joueurs. J'ai appris à gagner un petit peu à chaque fois. Mais j'en suis arrivé à la conclusion suivante. À force d'être trop prudent, c'est ta vie qui risque d'être une putain de corvée. Pour en revenir aux appels à l'action... Parce que là, on allait inverser l'interview. Donc c'est moi. Non, on peut se donner rendez-vous dans un an. Tu veux te mettre à table? C'est toi qui passais aux grilles. Voilà, c'est bien. On peut se donner rendez-vous dans un an. Alors, pour ceux qui veulent aller plus qu'est-ce qui te loin. fait peur? Dis-nous tout. Papa est là, maman est là. Dis-nous tout. Caresse-lui la nuque, Madeleine, s'il te plaît. Allez, viens. Ça va bien se passer. Tu es entre les mains de professionnels, ça va bien. Je vais tu as un mercenaire. Tu as un mercenaire sur ta droite et tu as le commanditeur. Mais j'ai tout sauf l'air d'un mercenaire. Voyons. Une mercenaire. Alors, moi, mercenaire à la française. Tu me fais penser à Bernard Arnault quand je te regarde. En termes de, tu sais, le crocodile à sang-froid. Voilà, à la française, tu vois. Pas d'empathie. Le travail doit être exécuté. Et tu veux que je te fasse une J'aime ça. Hein. Tu veux que je te fasse une confidence? Tu sais, en te regardant, je te trouve beaucoup plus intelligent que Bernard Arnault. Pour faire référence à notre podcast. Alors ça, je pense que c'est la plus grosse énormité. Ah, celle-là, elle était pas mal. Je n'ai jamais entendu quelque chose aussi énorme que ça. Ah, moi, et le pire, c'est à qui il dit ça. À qui il dit ça? J'espère qu'il ne nous écoute pas. C'est un peu méchant, mais c'est tellement gros. Non, mais bref. Ça mériterait un procès pour diffamation, tu vois. Bon, revenons à nos moutons. À nos moutons. Pour ceux qui veulent aller plus loin également, ils peuvent candidater à Patrimoine Exponentiel, un accompagnement si ton profil permet d'intégrer une communauté d'ambitieux, de professionnels pour bâtir un patrimoine de plusieurs millions d'euros et avec des personnes qui ont la même ambition que toi. Et Fouad nous fera l'immense plaisir d'organiser une série de coaching hautement stratégiques dessus. Inch'Allah. Et également, on t'a mis le lien d'une masterclass ou d'une classe de maître pour faire plaisir à Fouad ou un coaching offert sur l'art du financement bancaire pour maîtriser les rouages de la banque et te faire financer ton ambition immobilière et ne pas laisser la banque décider que ton ambition immobilière doit se limiter à 2 studios. Revenons à nos moutons. Podcast excessivement intéressant car cela va être une discussion avec Madeleine. On a échangé sur le Telegram du podcast et on a posé les questions s'ils avaient des questions et on les prendra. On salue Alexandre qui est très actif sur le podcast et Jérôme Portier également, membre de la communauté Patrimoine Exponentiel. Et on va parler, une fois la constitution faite, l'administration d'un parc immobilier supérieur au 0,1% des plus riches français. C'est ça, Fouad? L'INSEE? C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est un chiffre qui, dans l'ordre de grandeur qui est très intéressant, c'est-à-dire que c'est très important. Alors, c'est pas, l'idée n'est pas de se comparer aux autres, c'est de comprendre les standards de la tranche des 0,1% qui, de mon point de vue, je ne vais pas faire forcément de corrélation entre le degré de liberté et le capital détenu, mais je pense quand même que les gens vraiment riches font partie de la catégorie des 0,1, 0,5% des Français. Donc c'est une vraie performance. D'un point de vue statistique, c'est une performance qui est remarquable parce que atteindre ce niveau de capital, en règle générale, ça prend plusieurs vies. C'est-à-dire que ça se fait dans l'intergénérationnalité et c'est vraiment important. Là, c'est le sociologue qui s'exprime. C'est une performance dans le sens où c'est fait dans le laps de temps qu'est un quinquennat. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est difficile quelque part à mettre en place, sauf si on a vraiment les bonnes techniques, et on en parlera, Madeleine, un peu sa perception en termes de pénibilité, de difficulté sur l'exécution d'une telle stratégie. Mais sur les résultats, on est vraiment sur quelque chose d'hors norme, comme tu le disais en début de podcast. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est l'après, le retour d'expérience. Alors, pour recontextualiser, pour les personnes qui ne connaissent pas Madeleine, on est sur un patrimoine de quasi 10 millions d'euros. Oui. Nom du podcast. Plusieurs lots. Attention, le lot chez Madeleine, c'est l'immeuble de 1000 m² et pas la cave de 3 m². On tient à le préciser.
Oui, parce qu'on est en monopropriété, donc tout se gère à l'échelle de l'ensemble. Tu vas nous partager ton retour sur 5 ans et également un parc immobilier qui est géodiversifié en France, chose absolument nécessaire, Fouad insistera dessus sans doute ensuite, puisque tes investissements sont dans 6 régions réparties sur tout le territoire français. Tout à fait. Place aux questions choc. Allons-y. Et place aux clichés que nous voyons souvent sur Internet. J'en ai identifié quelques-unes. Alors, juste pour préciser, parfois, en fait, tu as du préjugé, du cliché. T'as pas l'impression de me couper la parole? Non, j'allais préciser sur ce que tu disais. Comme si j'allais pas le préciser? Non, alors, je pense pas que tu saches exactement ce que j'allais dire. En fait, tu as des peurs qui sont légitimes. Tu as en fait des gens qui ont une angoisse, une appréhension, et c'est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur l'investissement pratiqué massivement, il est tout à fait normal d'avoir de l'appréhension. D'autant plus quand on n'a pas les compétences, quand on a un certain nombre de contre-références sur Internet, avoir de l'appréhension est tout à fait normal. Et d'abord, quand on avait commencé, au début, tu avais une certaine appréhension. Alors, ce n'est pas sur une opération que j'avais apportée, mais sur une de tes opérations à toi. Je crois qu'on avait parlé sur le financement, sur les délais d'obtention. Et ça, c'est une blague. C'était sur ma résidence secondaire. Exactement. Et cette appréhension est tout à fait normale. Oui, exactement. C'est caricatural, mais ça montre bien effectivement le changement. Le changement en fait d'identité et de mindset en fait. J'ai appris et avec le mentorat de Fouad. Donc c'est clair que j'ai appris effectivement à me positionner au bon niveau, des ambitions pour moi-même et pour mes enfants. Et Fouad, tu parlais des peurs légitimes que je voulais adresser dans un second temps. Je voulais être vraiment dans un premier temps face aux clichés qu'on voit de manière générale, qui est presque utilisé comme une excuse de ne pas faire. C'est vrai. Qui te dit non mais on va pas le faire. Et il y a peut-être des gens qui sont convaincus de ça à cause d'un discours alarmiste sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vrai ce que tu dis. Puisque sur les réseaux sociaux, il faut savoir que le dramatique, marche toujours plus. Si je te dis, voilà 3 actions qui vont augmenter, tu cliqueras moins que si je te dis ces 3 actions vont faire un crack. Avec du rouge, il suffit de regarder les vignettes d'un certain Tammy Cabage pour comprendre. Première question. Je devrais mettre la musique de Qui veut gagner des millions. Si ton parc était composé de 100 appartements, d'accord, pour faciliter les calculs, as-tu 80 ou 90 appartements qui seraient soit sous-impayés ou sous squat? Car on dit qu'en France, il n'y a que des squatteurs et des gens qui ne payent pas. Écoute, je suis très mauvaise en statistiques. J'ai 0 appartement qui soit impayé ou squatté. T'as réellement investi dans l'immobilier? Oui. C'est Fouad. Mais l'important, c'est de travailler avec les bons partenaires. Fouad, sur l'ensemble de tes mentorés? Alors, sur l'ensemble, à ma connaissance, aucun squat. Les impayés sont très rares. Il y en a eu quand même quelques-uns. Et là, on parle de plusieurs centaines de lots. Il faut distinguer aussi une chose qui est très importante, c'est-à-dire le fait d'hériter d'une situation où l'investisseur va procéder à l'assainissement de la situation. Peux-tu expliquer C'est-à-dire que tu achètes un immeuble et en fait tu as des locataires qui ne payent pas. Voilà, ça c'est une première étape et là-dessus on exige... Donc il faut commencer par soit assainir. Exiger que le locataire paye, soit on déclenche les procédures que la loi autorise. Et donc, en temps et en heure, on remplace après le locataire avec les bonnes assurances en place et les bonnes garanties. Et tout se passe très bien. Voilà. Toi, ça t'est arrivé quand j'ai acheté un immeuble, oui, un des premiers, mais j'en avais plus ou moins conscience. Parce que ce qui était important, c'était quelque chose qui pouvait se régler sur un temps relativement court. Et tu baisses du nombre, tu baisses de 2 ans de loyer et tu mets 1 an et demi à les expulser. Non, et puis dans ces cas-là, dans la négociation du prix, on avait baissé un petit peu. Je veux dire, ce qui est important, c'est de se projeter sur qu'est-ce qu'on veut faire avec son achat. C'est un investissement qui est dans le long terme, dans la perspective. On n'est pas là pour... on a quelques locataires qui ne règlent pas, très bien, on règle le sujet. Et puis une fois que c'est réglé, maintenant on ne prend que des locataires avec des garanties. Et on achète une opportunité qui est imparfaite.
et il y a un travail d'assainissement. Et on le transforme. Voilà, pour transformer cette opportunité en parfaite opportunité. Et ça, c'est la distinction que je voulais faire, c'est hériter parfois de problèmes que l'investisseur, entrepreneur en immobilier va traiter. Mais sur la partie, nous recrutons nous-mêmes par le biais du gestionnaire les locataires. Exactement. Avec la garantie de loyer impayé. Là, il y a 0 impayé. Et on a de très bons locataires. Donc, j'ai des locataires qui gèrent. J'ai même des locataires en fait qui appellent l'agence pour leur dire bon bah alors il y avait tel ennui ce week-end, on a eu tel problème sur le compteur. Bon j'ai fait ça, j'ai fait ci. Voilà, tu vois, j'ai des locataires remarquables. Enfin, ils prennent soin de l'immeuble autant que moi si j'y vivais. Donc oui, la majorité des Français sont quand même des gens... Parce qu'on a une qualité en gestion locative, une qualité professionnelle et des gens qui sont bons. Et on a une propriétaire qui est attentive au bon traitement, à la bonne gestion de son parc immobilier. Et ces 2 facteurs, avec des garanties également, type GLI, donc garantie des loyers impayés. Ou garantie Visal de l'autre côté, c'est-à-dire quand on a un locataire qui se présente. C'est une GLI, mais, oui, tout à fait. Mais qui est payé par l'État. Tout à fait. J'ai la DLC. J'ai la DLC pour les loyers impayés. C'est quoi la DLC ? Dédé la chignole. Ah, je ne connais pas ça. Je ne pratique pas. Pas cher, efficace. Donc finalement, pas de casse locative parce que bonne gestion et bonne sélection protection. au départ. Est-ce que tu as investi dans des à Bouzeland ? Bah non, c'est fondamental d'avoir des emplacements numéro 1. Alors, la règle, était aussi sur des micro-marchés, mais sur des micro-marchés très particuliers où on avait des niches où on avait quand même... Est-ce que tu peux donner un exemple de micro-marché ? Parce que pour les personnes... La frontière suisse. Frontière suisse. Frontière luxembourgeoise, territoire avec un fort caractère, petite population, quand je dis petite, 6-7 000 habitants, mais autoroute, restaurant étoilé, emplacement ville de caractère, très riche culturellement. C'est un micro-marché. Donc à Saint-Étienne, il faut être proche de... Saint-Étienne, c'est autre chose encore. Saint-Étienne, et si tu es proche de l'autoroute ? Le problème, c'est que l'autoroute n'a pas réussi à sauver Saint-Étienne. Donc ça, c'est encore une autre problématique. Mais ce sont des emplacements qui sont stratégiques, avec des belles pièces aussi qui correspondent à un amour du patrimoine français. Oui, ça c'est quelque chose auquel je tenais. C'est qu'effectivement, j'ai de très beaux immeubles. J'en ai un, le tout premier, qui vraiment est un peu cher à mon cœur, qui date du XVIe siècle, qui est une immense bâtisse, avec une façade classée sur la place du centre-ville, qui est lui-même historique, avec des cariatides en fronton. C'est quoi des cariatides ? Des cariatides sont des statues en bois qui sont sculptées, qui datent du XVIe siècle, et qui sont en fait comme des sirènes à la proue d'un navire. Donc tu vois, elles sont à la proue entre la de la toiture façade. Et la façade. Et c'est vraiment très très beau. En fait, l'immeuble est absolument magnifique. En plus, il avait été restructuré par des dalles béton, donc c'est un immeuble qui est particulièrement sain. À cette place pavée, on a l'impression que c'est un décor de cinéma. Donc le fait aussi d'acheter des beaux immeubles quand on en a l'opportunité, si ça correspond à une forme d'amour de l'architecture française, le XVIe siècle, c'est un immeuble qui a 500 ans. J'en ai 2 autres en fait. Il y en a un qui est du XIIIe siècle, qui avait été refait par le précédent propriétaire. Quand moi je l'ai racheté à son décès, il y avait la deuxième partie de l'immeuble qui, lui, était du XVIe siècle et qui est tout à refaire. Là, ça fait 3 ans que je suis en chantier, en travaux. C'est quelque chose de sublime. Vraiment, c'est des pièces d'œuvre où la mairie, en fait, vient ça fait partie, en fait, du chemin de visite, en fait, des touristes. Donc, il y a des pièces superbes. Et ça, c'est vrai que c'est attachant de préserver le patrimoine français. Le deuxième cliché, combien d'appartements dois-tu refaire entièrement chaque année puisque tes locataires détruisent strictement tout à l'intérieur ? Alors on a dit que j'avais pas de squat ni de mauvais payeurs, donc en général dans ces cas-là, c'est des gens qui restent là. Quand c'est de la location simple, ils restent là quelques années, donc il n'y a pas de dégâts. C'est vraiment... Ils en prennent soin. Il peut y avoir au bout de 5-6 ans, quand ils partent et qu'il faut un petit coup de peinture. Donc là, effectivement, on fait passer l'artisan qui repeint l'intégralité. Mais sinon, non, franchement, on n'a pas de. Il faut savoir en fait que j'en ai aussi en courte durée. En courte durée non plus. Il n'y a pas de dégâts. T'as pas de love room.
Comment on fait pour l'arrêter, Hugo ? Je pense qu'il faut que tu satisfasses la demande et que tu lui fasses... Tu sais, le premier achat qu'il va faire, il faut que tu lui trouves une love room parce qu'il arrête de nous en parler. Alors, techniquement, j'ai les compétences, je peux te trouver une love room sans aucune... Moi aussi, j'ai un contact, je peux peut-être lui donner. Ouais, mais c'est pourquoi ? C'est pour un usage personnel ou c'est pourquoi exactement ? Non, c'est pour le déploiement d'une stratégie. Je vais l'appeler la DSK Room. Ça va être de la colocation en love room. Mais tu vois, je trouve que dans l'investissement hybride plaisir, avoir une love room dans son parc immobilier pour se faire plaisir de temps en temps, je trouve que c'est pas con quand même comme remarque, comme stratégie. Bon, c'est en train de glisser là, les garçons. Ressaisis-toi DSK, s'il te plaît. Également, ça c'est une grosse inquiétude qu'on voit et à mon avis, tu as dû être touché par ça. Combien d'immeubles ont été saisis par l'État français pour donner aux Ukrainiens pour financer leur guerre ? Rien, aucun, évidemment. Pas encore ? Mais non. T'es chanceuse, t'es chanceuse parce que il paraît qu'on va tout saisir. Non. On est dans un état de droit. Donc, on respecte encore la propriété privée. As-tu fait le placo, la plomberie toi-même et l'installation de la douche pour être rentable ? Mais je ne fais pas de travaux. Je ne sais pas faire. T'es pas une experte ? Non, absolument pas. Donc, par contre, là, ce qui est très important, c'est de s'entourer d'entrepreneurs qui font effectivement des travaux de qualité et qui vont durer. Donc, pour s'assurer que dans la maintenance, ils sachent revenir rapidement s'il y a un pépin. Donc, non, je ne fais pas. Mais pour avoir t'as fait de très belles affaires en immobilier. Oui, grâce à Fouad, on a fait de très beaux achats. C'était forcément du off-market. Pour le commun des mortels, alors, tu peux pas trouver ce genre d'affaires sur le Bon Coin. Alors ta question, enfin ta remarque est très pertinente. Alors j'ai chassé la totalité du parc immobilier. 100% des affaires proviennent du site, un petit site internet qui est connu en France, Le Bon Coin. Le Bon Coin. Donc 100% des affaires, ou peut-être une exception sur Se Loger, mais 100% des affaires sur Le Bon Coin à la disposition de tout le monde. Donc c'est un mythe. Alors oui, de temps en temps, j'ai du off-market. C'est peut-être 10, 15, 20%. Mais 80% du stock est disponible. Et dans le cas de Madeleine ? Là, c'est 100%. C'était 100% Le Bon Coin. 100% Le Bon Coin. 100% Le Bon Coin. T'as acheté n'importe quoi ? Tu vois, des immeubles historiques, 13e, 16e siècle. T'as de la plus-value au moins ? Alors là, c'est intéressant. Oui, 5 ans après... Parce que c'est très marrant, ils essaient de négocier juste avant pour d'essayer de récupérer une partie qui sera une bonne surprise sur l'immobilier que je voulais parler. Ah oui, on en parlera. Non, j'ai eu un coup de cœur pour l'anecdote, j'ai eu un coup de cœur pour un des immeubles qui est vraiment très très beau et la ville est bucolique, on peut dire ça. Vraiment beaucoup de charme, une petite ville en Bourgogne, et t'as les quais de Saône, t'as vraiment un centre-ville qui est sublime. Et puis je lui ai demandé si ça la dérangeait pas trop de me vendre un appartement et qu'on se mette en copropriété. Et elle m'a dit oui, bien sûr. Donc, bien sûr que non. Donc je vois bien un pied-à-terre comme ça en Bourgogne, qui est quand même une très belle région. Alors pas aussi belle que la Franche-Comté, mais alors pour la petite histoire, les deux régions ont fusionné en fait, la Bourgogne et la Franche-Comté. Et il y a toujours eu cette petite guéguerre entre Besançon et Dijon. Mais en tout cas, cette ville, cet immeuble est vraiment particulièrement beau. C'est vraiment de l'immobilier au sens noble et beau du terme. Si tes enfants te disaient, Madeleine, maman, on souhaite investir dans l'immobilier, tu leur dirais quoi ? Tu leur dirais d'investir en France ? Tu leur dirais de saisir des opportunités au Liban, comme le dit Charles Gave ? Parce que la France, c'est terminé. Parce qu'on a ce discours alarmiste, tu es un peu sur les réseaux sociaux, pas énormément, mais tu le vois, ce discours alarmiste des gens. Mais les Français ont toujours été très négatifs déjà naturellement. Il n'y a pas besoin d'avoir des réseaux sociaux. Alors, mixé à la connerie. Oui, donc je crois qu'il faut mettre toujours un peu de perspective sur les choses. Et de la consistance également, c'est bien. Donc, quand on se lance dans un projet comme ça, c'est pas pour tout revendre 5 ans après. Donc l'idée, c'est vraiment de... D'ailleurs, quand j'ai lancé mon projet, j'en ai parlé à mes enfants. Parce que je voulais être sûre qu'ils seraient en phase avec moi, parce que comme ils sont censés quand même récupérer le tout à un moment donné, je suis vraiment là dans une perspective en fait, de transmission, donc d'investir sur le très long terme. Donc j'avais évoqué ça avec eux et on a eu de très bonnes discussions à ce sujet-là. Donc non, la France est je sais que Fouad utilise le terme paradis bancaire et je crois que c'est plus que vrai parce que en fait c'est la banque qui achète le bien
et c'est le locataire qui rembourse le prêt. Sauf que qui est propriétaire ? C'est moi. Oui, et j'ajouterais que la France est un paradis gastronomique également. Et ça, on ne le souligne pas suffisamment. C'est intéressant parce que Fouad, tu as participé à un événement hautement qualitatif récemment et tu avais illustré une notion pour comparer l'encours bancaire de Dubaï et l'encours bancaire en France. Tout à fait. Tu disais que l'encours bancaire à Dubaï était de l'ordre de 80 milliards d'euros et qu'en France, il était de 1200 milliards d'euros. Est-ce que tu peux me le détailler et me l'expliquer ? En fait, j'ai voulu rajouter du contexte, j'ai voulu introduire du contexte, et notamment bancaire, pour la faire courte. L'argent, la richesse qui circule dans une économie occidentale, par exemple, à hauteur de 95% provient du crédit. Et sur ce crédit, grosso modo, 45% provient du crédit immobilier. Et donc l'idée, c'est qu'un individu qui veut capter de la richesse doit se concentrer sur la création monétaire et donc sur le crédit, et en particulier le crédit immobilier. Et donc en mettant des perspectives, toujours en fait l'ordre de grandeur qui est fondamental. L'encours bancaire immobilier, alors tu vois, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas pu vraiment, j'ai ce chiffre qui revient souvent, mais la source est inconnue, 80 milliards de dollars sur Dubaï. Donc ça, c'est un encours 2023. Et pour 2023 en France, on est à 1287 milliards d'euros, ce qui est absolument colossal. Et autre statistique qui provient cette fois-ci de la Banque Centrale Européenne, et là, c'est vraiment monumental. Ça renforce ce que je dis depuis quand même un certain nombre d'années. 30% de l'encours total des crédits immobiliers de la zone euro, 20 pays, je dis bien de la zone euro. Alors l'euro, on peut critiquer, c'est quand même une monnaie assez puissante. Hein. Il n'y a pas 15 000 monnaies puissantes. S'effondrer. Hein. Tu as l'euro, tu as le dollar. Il faut avoir de la roupie indonésienne. Hein. Donc 30% de l'encours total des crédits immobiliers de la zone euro, donc 20 pays. Donc 30% de cet encours est français. Donc c'est énorme. C'est-à-dire que la France s'accapare 30% de la production de richesse monétaire sur... qui est créée chaque année. Donc c'est absolument colossal. Donc il faut connaître aussi les spécificités des territoires pour investir. Et donc la France, j'insiste là-dessus, est un paradis bancaire. Et Madeleine a fait preuve d'intelligence monétaire parce qu'elle est venue en tant que cantillonnaire capter des quotes-parts monétaires extrêmement importantes, alors qu'elle aurait dû, théoriquement, si elle était restée sur un schéma assez classique, peut-être capter 10 fois moins, voire 13-14 fois moins. Donc ça, je pense qu'il faut souligner. J'aurais capté ma RP et puis ma résidence secondaire sur laquelle j'ai péniblement... Et peut-être un ou deux petits investissements pour la retraite. Une petite coloc. Oui, tout à fait, puisque j'en avais déjà une. Mais non, j'insiste vraiment, c'est l'État qui achète le bien, l'immeuble. Ce sont les locataires qui remboursent l'État. Et c'est moi qui suis sur le papier chez le notaire, c'est moi qui suis propriétaire. Ouais, mais vu que l'État va tout récupérer à la fin... Mais non, il ne récupérera rien du tout. Le droit de propriété passe au-dessus de ça. Moi, j'avais une question sur un biais fiscal. On sait que le français est traumatisé par la fiscalité, qu'il est atteint de biais fiscaux. Et c'est normal parce que la fiscalité est très importante en France. Est-ce que la fiscalité a été lourde ? Alors, je ne parle pas de la taxe foncière, qui est une taxe, mais sur les impôts. Est-ce que... Combien... Alors, je vais faire un peu plus simple. Combien d'impôts sur les sociétés as-tu payé sur ce parc immobilier depuis 5 ans ? 0. Tout simplement parce que... Donc c'est un paradis fiscal en plus d'être un paradis bancaire. Dans le schéma, c'est la banque qui achète l'immeuble. Il y a une règle comptable qui est qu'un bien, au-delà d'une certaine valeur, c'est-à-dire 500 €, au-delà de 500 €, on a le droit de l'amortir. Qu'est-ce que ça veut dire, amortir ? Ça veut dire que quand on achète un immeuble à 1 million, je prends des chiffres faciles, 1 million, vous pensez bien que si vous mettez dans votre bilan que vous êtes propriétaire d'un bien de 1 million, il s'avère que dans le temps, dans la durée de vie de l'immeuble, qui est en général de 30 à 50 ans, ça dépend, mais il y a des investissements qui reviennent en cycle.
Donc la comptabilité tient compte de ça et dit que à partir du moment où vous achetez un bien 1 million, vous avez le droit de déduire le montant que vous avez investi sur la durée de vie du bien. Donc en fait, ça s'appelle de l'amortissement. Donc en fait, ça gros, neutralise l'imposition. Ça neutralise parce que ça vient en déduction du résultat. Et donc en fait, on se retrouve avec des résultats négatifs pendant au moins 10 ans, si pas plus, 12, 13 ans, avant de commencer à payer de l'impôt. Alors très bien, les gens vont te dire, oui, mais bon, tu vas te faire dépecer à la sortie. Mais quelle sortie ? Mais alors, déjà, quelle sortie ? Parce que ça veut dire qu'on en parlera de transmission, donc il n'y a pas de sortie, on est sur de l'investissement intergénérationnel, mais admettons qu'on vende au bout de 20 ans. Durée d'amortissement du prêt, sauf pour un prêt amorti sur 15 ans. Comme dirait l'autre, est-ce que tu préfères récupérer 5 millions d'euros sur 10 ou est-ce que tu préfères récupérer 200 000 euros sur 100% 200 000 euros. Donc, c'est plus que 50% parce que le bien a pris de la valeur. Le prix a bien de la valeur. Tout à fait, mais tu l'achètes à 1 million, dans 15 ans, il vaudra 1,5 million facilement. Mais en étant... Et tu vas payer, effectivement, tu vas récupérer, au lieu de 0, tu récupères 750 000 euros. Mais en étant pessimiste, ça veut dire qu'en récupérant, en ayant un taux d'abattement de 50%, tu récupères 5 millions d'euros en ayant, et on verra pour calculer la rentabilité sur les capitaux propres que tu as mis, on verra l'apport, mais les montants sont quand même extrêmement élevés. Bien sûr. À l'échelle d'un individu ou d'une structure familiale. Et donc, cet argument qui n'a aucun sens, qui consiste à dire finalement, je ne fais pas parce que je vais perdre 50% à la sortie d'ailleurs, sachant que tu as bénéficié d'amortissement comptable et donc tu as bénéficié d'une fiscalité assez douce durant la détention du bien. Je ne sais pas si tu avais d'autres questions, du coup, Hugo, parce que moi, j'avais... Mais avant de parler de l'expérience, une fois qu'on a tordu la tête à ça, j'aimerais prendre les questions qui ont été posées dans le Telegram du podcast. D'ailleurs, n'hésitez pas à le rejoindre, le lien se trouve dans la description. On va profiter pour saluer Alexandre, que tu as rencontré notamment à Aix-en-Provence. Tout à fait. Comment sélectionne-t-elle les gestionnaires et comment se passe la relation avec eux ? Ça, c'est une bonne question. C'est une relation extrêmement importante. On fait le tour. Alors au début, en fait, Fouad recommande en fait des gestionnaires puisqu'il a des clients en fait dans plusieurs régions. Donc on se retrouve en général à plusieurs propriétaires au sein des mêmes régions. Donc on a un effet de levier aussi sur la gestion pour déterminer quel est le bon gestionnaire. Donc ça, c'est un point important. Et puis, c'est pas parce qu'on a le bon gestionnaire qu'il faut fermer les yeux et se croiser les mains. Il faut avoir un regard régulier et des échanges avec son gestionnaire. Il faut bien comprendre ce qui se passe, il faut s'assurer qu'ils n'oublient pas de traiter les opérations en cours, qu'il faut aussi aller sur place, visiter ses biens, faire le tour régulièrement. Moi, je fais le tour 2 fois par an et je rencontre le gestionnaire. Tu fais un tour de France. Oui, mais c'est le plaisir. Hein. Ça te fait 82 arrêts parce qu'il y a 82... Mais c'est un vrai plaisir. Donc de voir et de rencontrer en fait les gestionnaires et de prendre le temps d'échanger avec eux. J'ai des échanges quasiment, j'ai 1 fois par mois au moins, mes gestionnaires au téléphone, juste pour voir comment tout se passe bien, est-ce qu'il y a eu des événements, est-ce qu'il y a des petits incidents, est-ce qu'il y a des questions. Et ça, c'est extrêmement important dans la qualité de la relation. Il m'est arrivé de nouveau sur un des biens, tout au début, j'avais une personne où je me rendais compte que ça n'allait pas du tout. Et quand je me suis rendu compte que ça n'allait pas, j'ai pris ma voiture. Il a fallu l'éliminer. J'y suis allée tout de suite. J'ai demandé à avoir rendez-vous sur place. Et j'ai vu immédiatement que en fait, son attitude et dans la conversation confirmaient l'incompétence que j'avais identifiée. Ça a été très simple. J'ai appelé le patron et j'ai dit écoutez, c'est très simple. Vous êtes responsable de 2 agences. L'autre agence, j'ai une personne qui est remarquable. Je veux que ce soit cette personne qui gère mon bien. J'ai dit je vous avais 1 semaine pour me répondre, sinon je vous enlève le bien. Il faut préciser que quand tu investis sur des immeubles, tu pèses plusieurs appartements. Donc là, mais bien sûr. Ils le sont passés. Alors, il n'y a pas qu'elle, c'est-à-dire que moi, j'ai apporté les investisseurs. On parle de plusieurs centaines de lots. Et donc, évidemment, ça exerce des pressions. Et pour dire, en fait, la gestionnaire dont on parle, qui est très, très bien, ça fait, je crois, 2 ou 3 ans qu'elle est élue dans son réseau
qui est un réseau de grandes marques, un réseau américain. Meilleur gestionnaire locatif de France. Century 21. Yes, America, we love you. Donc, Century 21. Et meilleur. Tout le monde connaît la marque et tout le monde en a. Meilleur gestionnaire locatif de France. Alors, il y avait plusieurs variables. Juste avec le nombre de lots de Madeleine. Alors, le nombre de lots. Après, avec tous les autres clients, je pense qu'on doit être peut-être à, je sais pas, peut-être 500, 600 lots, parce que j'en ai ramené entre-temps. Mais ça veut dire que là, elle descend, elle traite le problème. Et je sais pas si tu t'en souviens du mail que j'avais envoyé au patron. Et je lui avais dit, je vous demande de surveiller le parc immobilier de mes clients comme on surveille le lait sur le feu. Il y a un encours bancaire. En aucun cas, la gestion locative doit fragiliser l'encours bancaire. Et j'avais insisté lourdement. Et ça veut dire que aussi derrière, l'investisseur doit prendre le relais et surveiller la qualité du travail du gestionnaire locatif, parce que là, c'est plus à moi de le faire. Et je trouve que tu le fais très très bien avec beaucoup de rigueur. Et ça, c'est intéressant parce que ça peut donner des idées à des investisseurs de se regrouper entre eux pour peser auprès d'un gestionnaire locatif. Et puis c'est la personne qui est sur le terrain au quotidien. Hein. C'est elle qui est dans mon immeuble s'il y a un pépin. Donc, et que ça soit de l'ampoule à changer, ou en général les locataires arrivent à se débrouiller tout seuls, mais il y a un pépin, il y a un compteur saute, il y a une inondation, enfin... Ces gens-là sont sur le terrain tous les jours. Donc, il est important de leur parler. Il est important de comprendre les problématiques qu'ils identifient dans l'immeuble. Parce que souvent, c'est eux aussi qui entendent, qui échangent avec les locataires qui sont en place. Et comme ça qu'on sait qu'il y a des problèmes. Ouais, tu vois, c'est très intéressant. Il y a des remontées de terrain qui sont extrêmement précieuses. C'est très intéressant. Et ça ne demande qu'une conversation par mois. Ou en urgence, s'il y a un pépin, elles savent qu'elles peuvent me joindre. Tu as répondu à la deuxième question d'Alexandre qui disait comment sont traitées les anomalies. C'est le terme qu'il a utilisé, c'est le terme que tu as utilisé dans les parties communes des immeubles qu'elle détient en totalité. Alors Alexandre, ici on est sur le podcast 10 millions. Il n'y a pas un immeuble qu'elle ne détient pas en totalité. Non, par exemple, je vais te donner un exemple. Ça peut arriver sur des situations le mois dernier, j'ai reçu un courrier de mon immeuble en Bourgogne. De la mairie, des services des monuments historiques. Tu t'y perds pas quelquefois ? Et je reçois un courrier qui me met en instance de réparer un passage, puisque c'est un immeuble en fait qui sur 3 côtés ne touche pas de voisins, de remettre en état le passage de la Traboule, puisque pour ceux qui sont... une traboule, pas du tout, j'allais poser la question. Près de Lyon, en fait, ceux qui vivent près de Lyon connaissent ça. C'est les petits passages en fait des villes historiques étroits qui sont souvent en fait couverts, c'est-à-dire que l'immeuble passe par-dessus le passage. Ça s'appelle des traboules. Ce sont des raccourcis. Ruelle, en fait, des raccourcis en fait. Tu traces. Souvent, ils sont pas très visibles de la rue. Et donc en fait, je reçois un courrier pour exiger en fait que je remette en état la traboule, le plafond de la traboule, parce que ça m'appartient. Alors là, je me dis, waouh, à chaque fois que j'y vais, je fais le tour exprès, je n'avais rien identifié, j'appelle immédiatement la gestionnaire, qui me dit, ne vous inquiétez pas, envoyez-moi le scan du courrier, j'appelle le service, je m'en occupe. 1h30 après, elle me rappelle en me disant, j'ai parlé au responsable du service, je suis allée sur place, j'ai vu, effectivement... Alors, un tel qui doit intervenir de toute façon sur la porte d'entrée, il va s'occuper, je lui ai déjà demandé, il m'a dit pas de souci, il répare ça, c'est les vieilles pierres, c'est son métier, ne vous inquiétez pas, on s'en occupe. Voilà. Ça m'a pris 2 coups de fil. Moi, je voulais compléter sur quand on donne une responsabilité qui est fondamentale dans la gestion du parc immobilier, il faut aussi faire preuve de gratitude à l'égard des gestionnaires, c'est-à-dire quand on va leur rendre visite, il ne faut pas y aller les mains vides. Oui. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que, ok, ils font leur travail, mais remercier des gens qui font très bien leur travail avec une boîte de chocolat, une bouteille, ou peu importe, c'est quand même un acte qui est fondamental pour la qualité de la relation. Et comme quasiment personne ne le fait, parce que le français... qui a le culte de la gratuité, le culte de « c'est normal, c'est son travail », quand un gestionnaire reçoit une marque d'attention comme celle-ci, il est très content et il a envie de faire bien et encore mieux son travail. Donc c'est vrai que toi, quand tu descends, quand tu fais la tournée des popotes, c'est aussi pour remercier les gestionnaires. Tout à fait. Et là, cet été, je fais en sorte aussi d'emmener mes enfants, parce que c'est important qu'ils voient.
C'est très intéressant parce que c'était Jérôme juste après qui posait la question comment cela est perçu avec tes enfants et soutenu et encouragé. Oui. Alors mes enfants en fait m'aident, surtout les 2 aînés. Ils font la plomberie et le... Non, ils m'aident en fait parfois. Ils prennent le relais. C'est une foncière communautaire. Non, ils ont souhaité en fait s'investir à leur manière. À un moment de leurs études, ils avaient un petit peu de temps à certains moments. Et j'ai jamais forcé. C'est-à-dire j'ai bien vu quand au bout de 3 ou 4 mois, ils se lassaient, ils laissaient tomber. Et je dis pas de souci, je reprends. Mais eux, ça leur permettait de se rendre compte. Et quand on visite en fait et quand on voit, quand il y a un petit pépin ou qu'on nous appelle, ils ont conscience, ils comprennent ce qui se passe. Et donc là, au mois de juin, on a fait une tournée avec 2 des 3 enfants. Et c'était un temps de vacances qu'on avait choisi ensemble aussi. C'était un moment agréable à 3. Et c'est important pour le gestionnaire de rencontrer les enfants. Parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je disparais du jour au lendemain. C'est mes enfants qui prennent le relais. Ils sauront qui est derrière, ils sauront qui appeler. Et mes enfants, eux, se rendent compte, ils ont aussi une certaine... Une éducation oui, puis émotionnelle Non, c'est une intelligence aussi relationnelle. Relationnelle, voilà. C'est-à-dire qu'ils apprennent à interagir avec cette personne, ils savent qui s'occupe des biens. Et puis la gestionnaire voit aussi comment j'éduque mes enfants. Ils voient qu'il y a un intérêt, donc c'est pas juste moi. Il y a vraiment... c'est un vrai projet familial. Et les autres questions, il y a Charles, combien de temps ça on va y passer? Est-ce que ça lui arrive de se déplacer pour les différents biens? Tu as répondu. Est-ce vraiment intéressant de prendre des agences immobilières? On n'y a répondu qu'un, elles sont bonnes. Est-ce que c'est intéressant de prendre une GLI pour ce montant d'encours? C'est pas important, c'est indispensable. Tout à fait. Parce que c'est la sécurisation de l'encours. Oui, et puis c'est éviter des stress inutiles. C'est pas la peine de se dire moi ça va pas m'arriver. Sauf si tu as la DLC, la DD, la chignole. Non mais alors la question et la remarque est importante parce que plus l'encours bancaire est important, plus la GLI est importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, la somme des mensualités à payer est supérieure aux revenus de l'investisseur. Et ça, c'est contraire d'abord aux règles du fonctionnement du système bancaire français. Avec le HCSF. Alors, au-delà du HCSF, c'est que le système bancaire français est intrinsèquement lié à la solvabilité personnelle de l'investisseur. Donc, plus on va avoir un montant des échéances mensuelles important, plus il faut protéger l'encours parce qu'on est intrinsèquement incapable, sauf stock d'épargne particulier, mais sur les revenus, on n'est pas capable de couvrir la totalité des mensualités de prêt en cas de pépin sur cas extrême, signe noir, 100% de vacances locatives. Donc, ça veut dire que la GLI est vraiment extrêmement importante pour sécuriser l'encours. Et ça, il faut faire attention au biais du gain petit qui se dit ouais, moi, je ne vais pas donner 2 à 3% du montant des loyers et pas 2 à 3% du montant du plan de financement. C'est important, je ne sais pas si tu vois la différence. Mais tu divises par le rendement. Si tu as un rendement de 10%, c'est sur les loyers, c'est pas sur l'immeuble. Oui, mais tu as des gens qui pensent que c'est un pourcentage sur le coût total de l'opération. Non, c'est un pourcentage sur les loyers. C'est de 8, non? Société Générale, ils sont de 8. En moyenne, une GLI, c'est entre 2 et 4%. Voilà. Donc, il y a des GLI. Nous, moi, j'ai négocié des GLI à prix coûtant parce que ce n'est pas forcément ce sur quoi l'agence immobilière va gagner. On est à 2,8, mais avec une protection juridique, qui est comprise dans la GLI. Dédé la chignole, c'est 500 € un genou. Ouais, mais moi, je ne mange et le rappel, c'est 1000 €. Bon, il va falloir que tu passes par l'éducation de Fouad, parce que Dédé la chignole, ça ne marche pas. N'oublie pas que je suis très attaché à la virginité de mon casier judiciaire. C'est pas moi, c'est Dédé. Donc, je n'utilise pas de méthode alternative. Donc voilà, après, moi, j'avais juste une question... Est-ce que c'est risqué d'investir en immobilier sur ces montants-là? Est-ce que tu as une perception du risque? Est-ce que tu trouves que c'est risqué? Est-ce que tu as trouvé que c'était risqué, que c'était déraisonnable? Alors, c'est hors norme, mais est-ce que ton sentiment, est-ce que tu as trouvé que c'était particulièrement risqué? Ça, c'est une question que me posaient mes enfants, tout au début, en me disant, mais maman, est-ce que on va pas prendre des risques? Alors, quand je leur ai expliqué le processus, qui était que c'est la banque
qui achètent l'immeuble, que les locataires remboursent le prêt et que moi je suis propriétaire avec mes enfants. Ils m'ont dit d'accord, donc ils ont tout de suite compris. La question suivante c'était mais si les locataires ne payent pas, j'ai dit là il y a une assurance, ce que vient d'expliquer Fouad. Et puis ils me disent d'accord, mais alors en fait ils m'ont répondu, ils m'ont dit alors il est où le risque ? J'ai dit le risque c'est que je ne sais pas moi il y a une catastrophe, l'immeuble pour une raison X ou Y, on ne peut plus loger personne parce qu'il y a un défaut de structure, je ne sais pas. Enfin, j'imagine un scénario catastrophe. Et là, il faut rembourser le prêt. Je lui dis, dans ces cas-là, dans le pire des scénarios, on peut déjà aussi suspendre le prêt pour des raisons en travaux majeurs. On demande, en fait, on négocie avec la banque la suspension du prêt qui peut aller de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc là, il y a encore cette possibilité. 84 mois pour certaines banques. Voilà, donc il y a encore cette possibilité de négociation parce qu'on est en entreprise et que les banques comprennent qu'il y a des réalités du terrain. Et puis, en dernier ressort, une fois qu'on a obtenu en fait la suspension de la banque, c'est dans le pire des cas, on vend. On garde l'argent et on part à Dubaï. On vend l'immeuble et puis voilà. Donc en fait, le risque est extrêmement maîtrisé. Je sais que j'ai souvent fait sur ce podcast le miroir de... c'est un temps long d'investissement. Même si c'est que 3 ou 4 ans, c'est très court à l'échelle de la constitution d'un patrimoine. Mais quand on achète un immeuble, il y a des temps d'accélération extrêmement rapides. Et puis après, il y a des temps un peu longs, incompressibles. Et c'est la même chose quand on veut en fait sortir d'un risque dans l'immobilier. On a le temps de se retourner, on a le temps de vendre. Donc le risque, en fait, il est tout à fait maîtrisable et il n'est pas énorme. Il est tout à fait raisonnable. Il y a des situations bien plus risquées d'investir dans le Bitcoin ou sur les marchés de titres quand on ne maîtrise pas. Est-ce que ta perception du risque a été également réduite par l'augmentation de ta compétence ? Ça c'est certain. C'est un phénomène extrêmement important. On a Jérôme. C'est nécessaire. Les questions ont déjà été, quels ont été ces moments de doute au moment de grosses galères, chantier, prélocation. Comment gère-t-elle la partie comptabilité, facturation, bail, état des lieux ? Elle fait tout elle-même. Non. Tout est délégué. Tout est délégué. Comment était sa capacité financière au début de l'aventure et quel a été le moment déclencheur pour passer au niveau d'IM ? Alors, c'est la question. Est-ce qu'on prête qu'aux riches ? Tu étais déjà riche avant de lever des capitaux ou pas ? Et je ne sais pas si tu as prévu la question, Hugo, sur l'apport. Oui, sur l'apport, c'est la prochaine. D'accord. Alors, est-ce que tu étais riche ? Est-ce qu'on prête qu'aux riches ? Non, je n'étais pas riche. On peut rappeler ta situation. On peut rappeler ta situation. J'élève mes 3 enfants seule. J'étais salariée et voilà, c'est tout. Oui, à part l'euro million qu'elle avait, non. Donc j'avais un peu d'argent. J'avais un peu d'argent de côté parce que j'avais un bon salaire, mais c'était pas non plus extravagant. D'ailleurs, je ne me voyais pas avec ce profil-là. Je sous-estimais totalement la puissance et t'étais dans le domaine bancaire. Et c'est là où le mentorat avec Fouad est puissant, c'est qu'en fait, très vite, la première chose, c'est qu'en fait, il prend la mesure de notre profil. Et ça tout de suite, ça te déclenche, ça fait des déclics. Et même à partir de là, on peut travailler. Même sur les coachings stratégiques. C'est la première chose que je fais. C'est quel est le potentiel qu'on a. Mais c'est difficile pour quelqu'un qui se dit tiens, je vais demander 500 000 ou 600 000. Mais on ne sait pas en fait. Et il faut être éduqué et il faut être mis dans un cadre, une perspective avec des principes extrêmement clairs. On a parlé du levier bancaire, on a parlé du profil d'emprunteur, on a parlé du... Voilà. Et c'est des éléments. Et là, d'un coup, on voit des perspectives incroyables qui s'ouvrent. Quel était le montant financé par la banque ? 80%, 70%, 60%. J'ai sur 2 opérations 110%. Alors 130 très exactement quand il y a les travaux inclus. Et même sur ma notion d'apport négatif, 140% pour être très précis. Un seul où j'ai dû mettre un apport. Mais tout le reste, j'ai mis 0 apport. On peut expliquer pourquoi, parce que c'est un financement sur 15 ans et on est sur de l'hyper patrimonial. Oui. Sur un immeuble en pierre de taille, 5 étages, 20 lots, très grande rue principale. Donc là, on était sur une opportunité où il était intéressant d'apporter cette pièce très noble
et la banque exigeait du 15 ans. Donc Bah, forcément, c'est les le fameux, mensualités plus importantes. Si tout le monde, si tout le monde a suivi le premier épisode, c'est celui où il m'a fallu 13 banques pour décrocher, puisque je n'avais pas de conditions suspensives de financement dans l'achat. On avait de la compétition sur le bien, c'est une pépite. Et pour le décrocher, il a fallu enlever cette condition suspensive en accord avec Fouad. Il a fait en sorte que j'étais... Tu dormais bien le soir, non? Et donc, la 13e banque, j'ai pas pu tout à fait choisir la longueur du prêt que je suis sur 15 ans. Et donc, ça, il faut le dire aux investisseurs. Il me fallait un apport. Mais l'objectif a été atteint. Il n'y a pas eu de piège de la substitution. L'objectif, c'était pas avoir un prêt sur 20 ans. L'objectif, c'était d'avoir un financement. Tout à fait. Et il n'y a pas eu de substitution entre l'objectif et un paramètre sous-jacent anecdotique. Et puis, c'est moi qui prends mes décisions. Hein. Donc, de toute façon, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, je sais qu'il a déjà pris 30% de plus-value. C'est juste incroyable. Et, c'est très rare. Alors, c'est dans ma ville, donc c'est très, très rare comme opération. Pour la petite anecdote, quand elle est venue à ton Montabras, où est-ce que tu dormais? À la maison. Chez moi. Elle m'a dit, je peux tous les accueillir si tu veux, si tu réserves à l'avance. Bah oui. Et la prochaine fois, il faudra louer l'immeuble en entier. Ah oui. Oui, j'avais pris le plus bel appartement. Et Madeleine viendra nous réveiller le matin en pyjama. Allez, c'est l'heure du mastermind. Arbeit. Petit déjeuner au réfectoire. Si tu avais entendu, Madeleine, et c'est une question que j'ai posée à Nicolas, à Auguste, pardon. Nicolas, c'est un autre. Tu confonds sur. Je confonds. Un nouveau mentor. J'ai posé la question à Auguste et je serais intéressé, avant de passer vite sur la gestion et le temps, si tu avais entendu ton histoire dans un podcast comme celui-ci, tu les écoutes tous, si tu avais entendu ta propre histoire. Ah bon, je les écoute tous? Oui, je les écoute. Excusez-moi. Comment tu aurais réagi en écoutant ta propre histoire dans un podcast? Est-ce que tu te serais dit... Ça m'aurait vraiment donné envie de faire pareil, honnêtement. Mais tu te serais dit, c'est du pipeau? Non, parce qu'elle a un état d'esprit positif. Donc, non. Ah, toi, ça aurait été l'élément déclenchant en disant, je réfléchis pas. Tu vois, moi, c'est comme toi aussi. Ça dépend de ton état d'esprit. Ouais, non, quand il y a quelqu'un... C'était une conversation que j'ai eue il y a quelques semaines avec un de mes professeurs sur le master sur lequel je suis là actuellement, à qui je faisais part en fait d'une connaissance commune, et elle me répondait en rigolant tu fréquentes les meilleurs. Je lui dis en fait non, je fréquente les gens qui m'inspirent. Et donc c'est vraiment ça en fait. Moi, ça m'aurait inspiré et je me serais dit waouh, comment je fais pour faire pareil? C'est la différence entre les gens qui passent. J'ai envie de dire, c'est peut-être la différence entre les gens qui passent à l'action et les gens qui restent sur le bord du trottoir. Tu as également la qualité de l'inspiration. Quand tu as quelqu'un qui tient un discours qui est cohérent, qui est technique, qui respecte la chronologie du long terme, évidemment, c'est inspirant. Maintenant, si tu as une vidéo sur YouTube de quelqu'un qui exhibe son véhicule de 2009 avec sa bouteille de champagne, évidemment, ce n'est pas du tout inspirant. Et ça n'inspire pas la confiance. C'est pour ça qu'il faut rajouter la ceinture Louis Vuitton. Donc si tu veux, évidemment, quand tu as un bon discours de qualité, où tu apprends des choses, je trouve que c'est très inspirant. Et moi, je réagis comme ça quand j'ai du contenu de qualité, ça m'inspire énormément. Moi, je suis intéressé de savoir maintenant combien de temps cela te prend en termes de gestion. La gestion locative de ton parc immobilier, qui approche les 10 millions d'euros aujourd'hui, combien de temps cela te prend-il? J'allais dire par jour, mais je pense que ça va être trop petit. Parlons par mois. Ça sera peut-être plus facile de se projeter en nombre d'heures. Alors, la première fois que j'avais été interviewée, j'avais dit que je passais à peu près 20 heures par semaine. Parce que j'étais en pleine constitution, il y avait les chantiers de travaux, il y avait beaucoup de choses en parallèle. Donc, c'était un effort et je savais que ça prendrait un temps qui était tout à fait raisonnable et sur lequel j'étais prête à investir. Aujourd'hui, on va dire, tout est sur les rails. Je reste attentive, j'ai des points d'attention réguliers, etc. Mais c'est environ 2 heures par mois. Ce qui fait 24 heures par an. Une demi-semaine. Ouais. Le capital amorti par an, Fouad,
pour travailler 24 heures par an? Je pense qu'il est de l'ordre à la louche, je ne l'ai pas calculé, mais il doit être de l'ordre de 400 000 euros par an, ce qui est quand même un montant extrêmement élevé. Alors, soyons clairs, si tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire, un capital amorti, ça veut dire que si je reprends l'image que j'ai prise au début, qui est que la banque achète le bien, les locataires remboursent le prêt de la banque, et moi, je suis propriétaire. Ça veut dire que capital amorti, ça veut dire que tous les ans, j'ai 400 000 euros, je suis parti à zéro, je suis propriétaire à zéro l'année, au jour de la signature, et tous les ans, on rajoute 400 000 euros. C'est ça que ça veut dire. Et on n'est pas taxé sur ça. D'enrichissement, puisque je ne paye pas d'impôt pour au moins 10-12 ans. Donc en fait, aujourd'hui, je m'enrichis de 400 000 euros en travaillant à peu près... Tu épargnes 400 000 euros en épargne non disponible. Exactement. Et grâce à qui? Grâce à l'immobilier, au levier bancaire. Grâce au levier bancaire français. Donc c'est extrêmement puissant. Tu vois, moi, j'allais être plus dans la gratitude, j'allais dire grâce à Fouad. Alors en partie grâce à moi, mais grâce à Madeleine, mais grâce au levier bancaire français. Ceci est possible parce que on a le levier bancaire le plus puissant d'Europe. Donc la question, est-ce que demain, ça t'intéresse de travailler 24 heures par an et d'être rémunéré 400 000 euros par an? Je pense que la réponse était évidente. Il n'y a aucun autre domaine d'activité où je suis qui me rapporte autant. Il faudrait demander à Rémi s'il arrive à faire pareil en bourse. C'est ce que j'allais dire, avec les intérêts composés. Dans 45 ans, oui. Dans 45 ans, oui. Alors, on le salue au passage. Tu n'as pas parlé, alors du coup, je ne sais pas si tu as prévu cette question, Hugo. Mais tu essaies de faire mon boulot, là? Non, pas du tout. Non, pourquoi tu dis ça? Je me posais la question sur le montant des apports. Tu as parlé du pourcentage, etc., mais du coup, concrètement. Ça veut dire qu'elle n'a rien apporté. Oui, mais je préfère lui poser la question de manière explicite. Combien d'euros as-tu apporté? Alors concrètement, sur toutes mes opérations, à part une, 0. Donc, parce qu'il y a un enchaînement dans la stratégie que tu nous enseignes. Il y a un certain nombre d'éléments qui font que tout cumulé, on peut y aller avec 0 apport. Donc la rentabilité, disons que c'est 1 euro. Parce que sinon, ça nous donne une rentabilité infinie. Donc, quelle est la rentabilité des capitaux propres? La rentabilité sur l'euro investi en apport sur 400 000 euros annuellement. Sans compter les plus-values, sans compter la pression. Juste sur l'amortissement du capital. Sans compter les... compter le cash flow. On est sur 400 000%. Ouais, avec le cash flow en plus, ça doit augmenter un peu. Non, je regarde juste cet indicateur de richesse qui est très fiable, qui est contractuel, qui est le plus important, l'encours bancaire sur le capital amorti, le capital remboursé. Donc ça donne une rentabilité sur capitaux propres qui est absolument colossale. Moi, j'ai envie de savoir s'il y a des bonnes surprises dans l'immobilier. Des choses que tu t'y attendais pas du tout. Parce que Fouad a raconté une anecdote, mais il me semble, quand on était au Mastermind, tu m'as raconté à peu près la même en me montrant les photos. Moi, je peux raconter une anecdote et je te laisserai raconter la tienne. J'ai un ami d'enfance. Oui, tu vois. Mais je suis dans le... Oui, tu raconteras après. Je vais te couper ton micro. Parce que Fouad avait raconté l'anecdote dans le levier commercial, dans l'épisode de l'immobilier commercial, qu'il avait acheté un immeuble qui était censé faire 300 mètres carrés et qui en faisait 450. Ouais, j'avais une autre anecdote. En fait, j'ai un ami qui est dans l'automobile. Alors, je disais... Pour les auditeurs, il lui a coupé la parole. C'est pour ça que vous avez eu un blanc. C'est intéressant. Tu nous raconteras tes anecdotes quand tu investiras dans l'immobilier. Donc, non, j'ai un ami qui me dit, en fait, moi, j'ai acheté 2 immeubles dans ma ville d'enfance. Et en fait, j'ai découvert un appartement. Donc, il y avait un appartement supplémentaire qui était caché, que j'avais pas vu. En fait, il était... derrière un mur. Il était derrière... ça arrive. Tu avais une espèce de porte condamnée, puis ça donnait en fait sur une espèce de jardin. Donc, j'ai découvert un appartement. Et là, c'était un petit appart qui devait faire, je crois, 25-30 mètres carrés. Il me regarde, il me dit, mais Fouad, nous, on fait de l'importation de véhicules. On est content quand on découvre le certificat de conformité européen dans la boîte à gants. Toi, tu as découvert un appartement. On n'est plus dans le même monde. C'était marrant. Donc, 80 euros. Donc voilà, donc il me dit, nous, c'est le COC, donc certificat de conformité. Pour l'immatriculation. Voilà, il me dit, nous, on est content quand on a le COC,
toi, tu as découvert un appartement. Donc, c'était marrant, quoi. Je te laisse donner ton anecdote sur les bonnes surprises. Pour ton COC, pour rebondir sur ton anecdote, c'est une particularité française parce que dans les autres pays, tu es toujours obligé de l'avoir. Sur la carte grise allemande, elle est tellement complète que tu as le COC directement. Non, mais tu es obligé de l'avoir avec les papiers du véhicule. Alors, ma bonne surprise, c'est qu'en Bourgogne, quand j'ai signé, j'ai visité. C'était 2 immeubles en fait, qui ont une seule entrée, 2 immeubles. C'est vraiment une configuration un peu particulière, en plein centre-ville. Et je visite, je fais le tour. Je me dis, mais c'est immense ce truc. Et puis je me souvenais plus en fait du métrage. Bon, très bien. Je regarde le compromis et je vois 800 mètres carrés. Je me dis, j'arrivais pas à matérialiser ce que c'était 800 mètres carrés. C'est ce qu'on avait en annonce aussi, ce qui avait été annoncé sur l'annonce Le Bon Coin, 800 mètres carrés. Et en compromis, c'était toujours 800 mètres carrés. Et puis, il manquait, en fait, tous les certificats n'étaient pas finis, ou étaient trop anciens. Donc, en fait, ils ont tout renouvelé. Et ils ont refait le métrage. Et là, surprise, on est passé à 1300 mètres carrés. Donc, mon prix d'achat, évidemment, il ne pouvait pas changer. Il ne pouvait pas faire marche arrière. Le prix d'achat avait été fixé. En fait, j'ai acheté ça à un prix, mais dérisoire. J'ai acheté ça à... On était à 800 ou 900 euros du mètre carré. Enfin, donc 500 mètres carrés. Gratuit. Voilà, un bonus de 500 mètres carrés. Et tu veux pas laisser une partie à fois de... Alors la raison pour laquelle en fait, je m'en suis pas vraiment rendu compte, c'est que y a une partie en fait où il y avait des appartements à créer. Donc il était très difficile avec des hauteurs sous plafond de 7-8 mètres et des planchers en fait de toute portée de se rendre compte de l'espace. Mais une fois qu'on a tout le métrage a été refait. C'est une erreur de l'agence immobilière en notre faveur. Oui. Et les vendeurs, ils n'étaient pas dégoûtés un peu ? Mais c'était une succession. Il faisait combien de pages le compromis ? Je me rappelle, ça avait marqué. J'étais furieuse quand je suis sortie de la vente. Le notaire m'a donné toute la version papier. Je dis mais j'en veux pas de votre version papier. 5000 pages. Il était mais gigantesque. 5000 pages. J'ai dit non mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça ? Elle m'a dit oui mais je suis obligée de vous la donner en papier parce que je ne l'ai pas encore en version électronique. J'ai dit mais... Donc, voilà. Et t'es rentrée avec les 5000 pages ? J'ai mis ça dans mon coffre et quand je suis rentrée à la maison avec les enfants, j'ai dit regardez. On va faire un feu de cheminée. Vous avez de la lecture à faire ce week-end. Donc voilà, ça faisait partie des bonnes surprises. Est-ce que tu as eu des mauvaises surprises ? C'est quoi une mauvaise surprise ? Il y en a toujours des mauvaises surprises, évidemment. Non, mais c'est ça. C'est quoi une mauvaise surprise ? Découvrir un locataire qui ne paye pas. Oui, voilà, ok. Mais c'est un appartement dégradé, oui. En héritage. Quoi d'autre ? Oui, plus de travaux. Oui. Au moment du Covid, moi j'ai acheté avant et après Covid, ou pendant Covid. On a fait des signatures pendant Covid. Parce que le notaire était extra et puis qu'elle connaissait bien les contreparties. Donc, ils ont pu continuer à avancer alors qu'il y avait beaucoup d'activités qui étaient gelées. Mais ils ont su mettre les bonnes clauses aux bons endroits, etc. Donc ça, c'est grâce à avoir d'excellents partenaires dans des situations complexes. Et quand on a refait les devis travaux, après Covid, tout le monde connaît l'histoire, plus 30%. Plus 30% du budget des travaux. Écoute, je suis retournée voir mon partenaire banquier. Le mauvais gestionnaire également. Oui, ou le mauvais gestionnaire dont on a parlé tout à l'heure. Mais tout ça, ce sont des... il faut remettre toujours dans la perspective longue de l'investissement. Ça ne remet jamais en question... Tant que ça ne remet pas en question la constitution du capital, la solidité du processus, la stratégie et la confiance, il n'y a pas de raison que... Voilà, c'est des choses qu'il faut gérer. Ce sont les aléas classiques de l'entrepreneuriat. On n'a rien sans rien. Et encore, c'est vraiment très minime par rapport aux immenses bénéfices. Donc, voilà. Parce que, en fait, à 400 000 euros de gains annuels de richesse sur un cadre salarié, on va littéralement lui demander de se prostituer, de prendre 3-4 fois l'avion par semaine, de travailler 90 heures, voire 100 heures par semaine. Donc, évidemment, en termes d'ordre de grandeur, une fois de plus, c'est rien par rapport au gain, qui est exceptionnel. Ça, c'est une super question. Aujourd'hui, tu amortis, donc tu t'enrichis de 400 000 euros par an. Est-ce que ton salaire était inférieur ou supérieur à 400 000 euros par an ? Inférieur. Très inférieur. Tout à fait. Je voulais qu'on aborde rapidement
un aspect qui est, je suis pas sûr qu'il soit souvent abordé, mais l'aspect transmission. Il y a cette idée un peu importée des États-Unis qui consiste à dire que finalement, il ne faut pas laisser d'héritage à ses enfants. Oh, on va pas tomber dans ça. Oui, mais c'est dans l'air du temps. Tu as quelques apôtres qui ont plusieurs centaines de milliers de followers, de suiveurs, qui t'expliquent que l'héritage, c'est mal, etc. Oui, mais ma philosophie, alors non, mais j'aimerais avoir... On en avait parlé, mais avec Non, mais j'aimerais avoir sa position, la position de quelqu'un qui a bâti un empire immobilier, de comprendre aussi ses motivations. De mon point de vue, les inégalités de patrimoine engendrent en partie les inégalités sociales. Un enfant qui démarre dans la vie sans capital, sans patrimoine, c'est très difficile. Évidemment, il faut transmettre un capital humain, mais quand même, je voulais avoir ta position là-dessus, Madeleine. Est-ce que ça faisait partie de tes motivations, le fait d'être en capacité de transmettre quelque chose ? C'était fondamental pour moi. Pourquoi ? Sans tomber dans le storytelling, j'ai vécu des accidents de parcours dans ma vie, des chocs, parfois très durs, 3 ou 4 chocs, qui font qu'aujourd'hui, je me retrouve en fait avec 3 enfants et que je ne veux pas... J'ai la perception que je dois faire quelque chose pour m'assurer que si un jour, eux aussi doivent faire face à ces chocs, parce qu'ils en ont vécu malheureusement 1 ou 2 avec moi, qu'en fait, ils soient armés, au moins financièrement. Alors ça ne fait pas tout, mais qu'au moins, l'éducation, évidemment, et ça, je suis très attachée, en fait, à la qualité d'éducation, et ils sont passionnés par leurs études, ils sont sur la fin, les 2 aînés sont sur la fin de leurs études, en master, et j'en ai une qui part à l'agrégation, qui présente le concours de l'agrégation. Donc... Félicitations. Elle est très jeune en plus, donc elle est vraiment brillante. En fait, les 3 sont vraiment brillants, avec des personnalités très différentes. Et je suis très fière d'eux, de voir en fait le sérieux qu'ils mettent dans leur éducation, et aussi le sérieux qu'ils mettent dans les échanges qu'on a sur la constitution du patrimoine et sur ce que ça veut dire pour eux. Et leur réaction, et pour moi, je l'ai trouvée extrêmement saine. Ça a toujours été de dire maman, on est content, on va t'accompagner, on va vivre ça ensemble. C'est une super opportunité pour nous, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont la chance d'avoir des parents qui font le parcours que tu fais. Mais sache que on veut aussi pouvoir construire notre propre vie, et donc on va tout faire comme s'il n'y avait pas ce patrimoine. Mais ils ont conscience de ça, et ils ont conscience de la chance que ça représente. Et ce qui est important aussi, c'est qu'ils puissent se former. Donc en fait, j'essaye, on fait régulièrement des points, parfois de façon informelle, parfois de façon formelle, au moins 1 fois par trimestre, de façon formelle, où en fait, ils me posent des questions, t'en es où là, t'as fait quoi là ? Là-dessus, ils captent bien. Et puis quand on fait les assemblées générales 1 fois par an, on les enchaîne toutes les SCI, c'est vraiment un temps où ils prennent le temps de réfléchir et de vraiment se projeter. Donc ils ont souvent des questions extrêmement pertinentes. Donc non, c'est très important. C'est un projet familial, et il faut se mettre dans la perspective du long terme. C'est motivant, en tout cas pour moi. Ouais, c'est motivant, et finalement, ils apprennent en observant, et ils apprennent par l'administration des biens à tes côtés, et je trouve que c'est quand même une forme d'intelligence. Tu les as rencontrés, tu connais surtout les 2 aînés. Tout à fait, et pour moi c'est brillant de faire ça, parce que vraiment sur cette carence du peuple, de la bétaillère, qui n'a pas les fondamentaux de l'argent, du patrimoine, c'est très bien que tu le fasses, je trouve. Alors moi, je me reconnais complètement dans ce que tu dis. Et ça, c'est fondamental, parce que ça change de l'État doit tout faire, les riches sont des salauds, c'est pas normal, les inégalités. Non, investissez, pensez à vos enfants. N'attendez pas que l'État vous serve. L'État ne fera rien pour vous. Et si vous voulez aider vos enfants, il faut les encourager à produire avec vous. L'État fait quelque chose. Il t'empêche d'investir massivement si tu n'as pas de stratégie. Tout à fait. Donc il te limite. Qu'est-ce qu'on peut dire en guise de conclusion, à part un grand merci
J'avais la question aussi sur l'aspect sur la professionnalisation, la diversification plutôt métier, situation professionnelle. Tu as bifurqué sur de l'entrepreneuriat. Oui, tout à fait. Un petit mot, savoir en quoi peut-être toute cette expérience a été une espèce d'antichambre d'un parcours entrepreneurial. Une formation d'excellence également que tu as suivie dans une des meilleures écoles de commerce de France. Donc voilà, je voulais simplement avoir ton avis là-dessus. En quoi ces éléments ont été facilitateurs pour la suite? Tu l'as très bien dit, c'était l'antichambre. En fait, je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat finalement était à ma portée. Et j'ai réalisé aussi que dans mon activité salariée, en réalité, je faisais déjà ce qu'on appelle en fait souvent de l'intrapreneuriat. Donc en fait, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que professionnellement, on me donnait une mission, j'avais des responsabilités opérationnelles. Je gérais, ça dépendrait des années, mais selon mes responsabilités, j'ai été jusqu'à 17 pays et 250 personnes, donc j'avais des responsabilités opérationnelles du quotidien, mais j'avais toujours en parallèle, parce que c'est ça qui me motivait, qui me passionnait, on me donnait toujours, ou je proposais, parce que souvent je proposais en fait des missions en disant écoutez, j'observe ça dans notre organisation, je pense que ça serait pertinent dans le contexte stratégique de la banque, qu'on songe à travailler sur cette question-là. Alors on me disait très bien, écoute, propose-nous quelque chose, et puis tu veux qu'on se revoie quand? Bon, je disais dans un mois. Bon, écoute, revoyons-nous dans un mois. Donc je revenais un mois après. Et je proposais une démarche stratégique et on me disait très bien, on va y réfléchir. Et puis 15 jours après, il me disait écoute, banco, on te donne le ticket, de quoi tu as besoin. Et en fait, j'avais des missions en 2 lignes qui correspondaient en fait à de la réorganisation, de la restructuration de groupes, de fonctions à l'échelle soit régionale, soit mondiale. Ça consistait aussi à ouvrir des nouveaux bureaux. Donc j'ai beaucoup accompagné la banque dans des pays passionnants, comme la Norvège, l'Arabie Saoudite, la Russie, l'Afrique du Sud, etc. Et donc j'avais déjà ce mental. Et donc, passer à l'immobilier, je me suis dit, finalement, c'est assez naturel. Et le pas vers le marchand de biens, où nous sommes associés avec Fouad, est vraiment un domaine qui est passionnant aussi, qui ouvre d'autres perspectives. On n'est pas exactement... Les mêmes compétences sont nécessaires, avec quelques autres éléments supplémentaires. Et donc, pour moi, après, il fallait que je continue. En fait, pour moi, c'était naturel. Aujourd'hui, je finis un master spécialisé en entrepreneuriat. Je suis à l'ESSEC et à Centrale Supélec. Donc, en fait, on en a 3 en France, seulement des masters spécialisés. Ce sont des masters qui s'adressent à des... Il y a un mixte entre des jeunes étudiants brillants, des jeunes chefs d'entreprise brillants, et des gens qui ont déjà travaillé professionnellement quelques années et qui souhaitent en fait créer une entreprise ou reprendre une entreprise. Donc voilà, c'est un cursus très particulier, passionnant, qui m'a permis de faire connaissance avec un réseau exceptionnel. Et aujourd'hui, on verra dans d'autres podcasts, mais on a un projet ensemble, tous les 3, dans l'entrepreneuriat, et c'est passionnant. Donc l'état d'esprit, on parlait de la psychologie de l'entrepreneur, je crois que c'est fondamental. Ça vous laisse quoi? Moi, en conclusion, j'ai envie de dire un grand merci à Madeleine. Merci pour cette invitation. Et également un grand merci de la part de la communauté, parce que c'est le podcast qui a... tu dois le voir sur les gens que tu accompagnes. Je pense qu'ils te parlent souvent du podcast de Madeleine. Il y a celui-ci et celui de Lémi. Ah, la patronne. Si tu veux, pour éviter d'avoir des problèmes avec la patronne, je préfère dire aussi que c'est le sien qui est le plus écouté. Que c'est le sien. Voilà. Elle m'a dit que c'était grâce à elle, à ce podcast, que tous les mentorés m'ont rejoint. Donc je lui ai dit, j'ai tenté de contester, après je dis oui, c'est vrai. Donc c'était plus simple. C'était Fouad Berlin pour vous inspirer à voir grand. Merci pour cette belle invitation, à très bientôt. Et c'était Hugo pour s'occuper de la technique et s'occuper de tout ce que Fouad ne veut pas faire. Pas faire. Ce qui est beaucoup. Merci. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.